Alors bonjour Robert Ménard. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Donc on s'est vu récemment parce que vous êtes venu défendre Éric Zemmour. Ouais. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce procès maintenant qu'il est terminé? Qu'il est absurde. C'est absurde honnêtement, pour deux raisons. Une raison de fond, une fois de plus, je ne vois pas en quoi les propos tenus relèvent de la justice, ils relèvent du débat. Attendez, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que dit Éric Zemmour. Il y a plein de gens sensés qui sont en désaccord complet avec ce qu'ils disent, avec ce qu'il dit. On en discute, on en parle, on en débat, mais c'est pas le juge qui va dire qui a dit vrai, qui a dit faux. Ça me semble surréaliste. Il y a plein de pays dans le monde où ce débat a lieu, mais personne de sensé n'imaginerait qu'ils doivent à un moment donné se tenir dans un prétoire face à un juge. Ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, plus conjoncturelle, plus anecdotique, on nous casse les pieds toute la journée en nous disant que la justice, vous savez, est surchargée de procès, est surchargée d'affaires et tout. Honnêtement, elle pourrait se dégager de ça. Vous avez vu les 3 jours de débat, le nombre de gens mobilisés. Pourquoi? Pour rien, pour un truc inutile. Voilà, je pense que c'est pour ça que j'y suis allé. Puis je suis allé aussi par amitié pour Éric, amitié pour son impertinence, et souvent en désaccord avec lui, et ayant fait les frais moi-même de son impertinence. Mais enfin, c'est pas pour ça que je vais pas le défendre. Ce que je souhaiterais, c'est que demain, s'il y a quelqu'un qui est d'un bord totalement opposé à Éric Zemmour, celui-ci aille défendre de la même façon le droit de s'exprimer. Je sais pas, d'un Dieudonné, prenons un exemple, où je suis sûr qu'il n'irait pas malheureusement. Vous savez, en France, le problème, c'est que chacun est dans sa chapelle. Alors, c'est les mêmes qui sont proches de Dieudonné qui vont le défendre. Moi, j'étais témoin de Dieudonné. Les mêmes qui sont proches de Zemmour qui vont défendre Éric. Enfin, chacun est dans son petit cercle. Ils sont pour la liberté d'expression, mais pas pour celle des autres. C'est ça. Donc, ce qui était surprenant, c'est qu'on n'a pas vu Dieudonné à ce procès venu soutenir Éric Zemmour contre ses ennemis traditionnels. Ouais, d'abord, si on lui avait demandé, j'espère qu'il y serait allé. S'il n'y est pas allé spontanément, il est stupide. Je lui ai dit, parce que je dis, chacun est enferré dans sa façon de voir la liberté d'expression. Le problème de la liberté d'expression, c'est que c'est une telle stupidité de s'y opposer que personne ne s'y oppose réellement. Le problème, c'est que c'est un discours. C'est que concrètement, les gens, ils sont tous pour la liberté d'expression. Moi, j'ai jamais interviewé quelqu'un qui me dit non, je suis contre. Faut faire taire les gens et tout, enfin peut-être qu'il y en a, mais en tout cas pas en France, mais en général ils sont pour la liberté d'expression, et arrive la liste. Le problème, c'est que la liste, elle est différente. Moi, j'ai des débats, y compris à iTélé où je travaille, où tout le monde, où les uns et les autres après me disent « Ouais, t'es vraiment sûr qu'il faut inviter celui-là et tout ?» Le problème, c'est que chacun trouve qu'il faut pas inviter celui-là. Et comme si vous ajoutez la liste, la longue suite des interdits que vous proposent les uns et les autres, l'espace de liberté, il se restreint comme peau de chagrin. En même temps, soyons clairs, il ne tient qu'à chacun de s'opposer à cette logique-là. Je veux dire, en France, on n'est pas dans un régime totalitaire, on n'est pas dans une dictature. Si moi j'ai envie de recevoir qui je veux à la télé, je reçois qui je veux. Si on me dit non, j'ai qu'à dire maintenant je quitte la télé. C'est aussi une partie de courage personnel. Et ça, c'est pas l'État, c'est vous, moi, c'est chacun qui fait un choix. Alors justement, juste avant de parler de votre émission, Ménard sans interdit, une dernière question sur ce procès, parce que certains observateurs ont noté que c'était peut-être un procès historique dans le sens où c'était autant le procès de l'antiracisme que le procès de Zemmour. Est-ce que vous pensez qu'il y a un reflux maintenant de ces associations et qu'elles étaient autant sur le banc des accusés qu'Éric Zemmour lui-même? Ah, je sais pas, je l'espère. J'espère que vous avez raison, je crains que vous n'ayez pas raison. Parce que si j'en juge jour après jour par l'actualité, la pression de ces mêmes associations sur le débat public, elle est omniprésente. Regardez encore les poursuites contre Stéphane Hessel parce qu'il appelle au boycott, enfin parce qu'il s'interroge sur le fait qu'on interdise d'appeler au boycott des produits israéliens. Je ne sais pas s'il faut boycotter les produits israéliens, c'est un autre débat. Mais qu'on poursuive des gens parce qu'ils appellent à ce boycott, ça me semble invraisemblable. Est-ce que quelqu'un a appelé, je ne sais pas, je suis pas né de l'année dernière, j'ai des souvenirs d'appels au boycott de l'Afrique du Sud, des produits, vous vous rappelez, les oranges d'Afrique du Sud qu'il ne fallait pas consommer. Je n'ai jamais entendu à ce moment-là quelqu'un appeler à condamner les gens qui appelaient au boycott. Voilà, et c'est encore une association. Non, malheureusement, il y a aujourd'hui une pression des associations que moi je ressens sans arrêt. Il y a un certain nombre de sujets qui sont toujours les mêmes, sur lesquels on se dit que si on s'y aventure,
on va faire les frais de la LICRA, le MRAP, enfin la Ligue des droits de l'homme, qui vous voulez. Au point que, alors que j'ai dirigé pendant 25 ans une organisation qui défendait la liberté de la presse et que j'étais favorable initialement, vous savez, cette loi qui permettait justement aux associations de porter plainte à la place des victimes elles-mêmes, parce que les associations, elles ne sont pas victimes, elles portent plainte à la place des victimes. Je pense que c'était une mauvaise loi, parce qu'on est rentré, vous avez compris, dans une machinerie infernale. Je veux dire, chacun maintenant se sent responsable de son précaré, et tout de suite, hop, je me retourne vers le juge. Alors, donc votre émission, elle existe depuis 1 an maintenant, ou un peu plus? Depuis avril, pas tout à fait 1 an. Pas tout à fait 1 an. Plusieurs questions, parce qu'on sent quand même qu'il y a une liberté de ton et que vous invitez des gens qu'on n'invite pas forcément ailleurs. Comment est-ce que vous choisissez vos intervenants déjà? En fonction de l'actualité, honnêtement, en fonction de l'actualité, de leur pertinence. Je fais de la télé, donc si quelqu'un est très intéressant mais soporifique, je ne dis pas que je ne le recevrai pas, mais en même temps, je vais hésiter, parce que mon indépendance à iTélé, elle tient d'abord à Pierre Friedenreich qui m'y a invité, donc je suis content de lui rendre hommage parce qu'il a pris ce risque-là, contre l'avis de beaucoup de ses copains, m'a-t-il dit et tout, donc il le fait. Mais ce qui me protège le mieux, c'est le succès de l'émission. Or, c'est le seul moment de toute la journée, entre 17h et 18h, où nous sommes devant BFM, qui est le concurrent. Enfin, en gros, l'obsession de iTélé étant BFM. Et vous avez compris, donc je suis sensible à ça. C'est-à-dire que je sais que tant que l'émission marche bien et tout, j'en suis d'autant plus protégé. Je crois que Pierre Friedenreich a envie que je continue à faire ça, mais c'est d'autant plus facile pour moi que de lui dire en même temps, mais regarde, c'est là où ça marche le mieux la télé, la tienne de télé. Donc je suis sensible à cet argument. J'essaye de faire une émission, comment vous dire, qui soit intéressante, excitante, et où les gens se disent, tiens, je me suis pas ennuyé pendant 10 minutes. Ça, c'est un des critères. Puis l'autre critère, vous l'avez dit dans votre question, c'est que j'ai envie d'aborder à la fois des thèmes qu'on n'aborde pas de cette façon-là à la télévision, et souvent avec des invités qui ne se retrouvent jamais à la télévision. Pour certains, jamais, absolument jamais. Troisième critère, en invitant à la fois de l'extrême droite, du bloc identitaire, si on doit les classer à l'extrême droite, jusqu'à Lutte ouvrière, qu'on peut classer sans peine à l'extrême gauche. Et j'ai le même plaisir à les recevoir. Et j'essaye d'aborder, comment vous dire, de les traiter exactement de la même façon. Moi, je ne suis pas du tout contre le fait que les gens bousculent un Jean-Marie Le Pen. Moi, j'ai reçu Jean-Marie Le Pen, sa fille ou Gollnisch ces derniers temps. Mais j'aimerais qu'on ait exactement la même impertinence par rapport aux gens qui sont du côté du manche, du côté du pouvoir, qui sont les gens qui se partagent le pouvoir à droite et à gauche à tour de rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'essaye d'appliquer ces règles-là. Je ne sais pas si je réussis. Alors justement, bon, parfois c'est une critique et parfois c'est une qualité qu'on vous trouve dans vos interventions, c'est un peu de harceler vos invités à la mode anglo-saxonne. Alors est-ce que vous ne pensez pas malgré tout que la manière dont je vous interviewe aujourd'hui, par exemple, c'est-à-dire de vous laisser répondre dans les grandes largeurs, vous permet quand même d'être plus argumenté, plus rationnel et pas trop dans l'émotion finalement? Oui, sauf qu'on n'a pas 9 minutes et que moi je n'ai que 9 minutes à la télé pour recevoir quelqu'un sur un sujet où effectivement si j'avais une demi-heure je le traiterais différemment. Je ne sais pas si je coupe facilement les gens. La règle que je me suis fixée, mais attendez, je peux rater des émissions comme tout le monde, personne. La règle que je me suis fixée, c'est couper les gens dans deux cas de figure. Un, quand ils ne répondent pas à ma question. C'est pas ma question, c'est la question que j'espère que les téléspectateurs se posent. Et il n'y a rien de plus insupportable, vous savez, que ces hommes politiques qui ont l'art de ne jamais répondre à vos questions, de noyer le poisson, de répondre à côté, ou vous savez, ou d'esquisser les réponses, parce que c'est ça, l'art de la politique. Il y a un art à faire ça. Souvent, ils sont très très bons pour faire ça. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quand je vois la machine de la langue de bois s'installer. Vous savez, quand on s'installe dans une réponse qu'on a faite 50 fois et tout ça. Et comme je n'ai pas envie d'entendre ça, et que les gens qui, je pense, suivent cette émission pour avoir des échos d'eux, ce qu'ils trouvent intéressant dans l'émission, c'est qu'on ne s'installe pas là-dedans, je les coupe. Et puis en plus, troisième point, contrairement à beaucoup d'intervieweurs, je ne cache pas mes partis pris. Je veux dire, on le sait en 10 secondes et demie quand même, que je ne suis pas d'accord ou d'accord avec la personne que je reçois. Je ne fais pas semblant
je fais pas semblant ces derniers temps de recevoir les pro-Ben Ali de façon sympathique. Je n'ai aucune sympathie pour le régime de Ben Ali, 20 ans que j'en ai pas, donc je vais pas avoir l'hypocrisie, vous savez, journalistique qui consisterait à dire hors plateau, c'est un salaud ce Ben Ali, et dès que j'arrive sur le plateau, ah, qu'est-ce que vous pensez de M. Ben Ali? Non, je dis, qu'est-ce que vous pensez de cette crapule de M. Ben Ali? Au moins, ça a le mérite de la clarté. Ouais. Ça peut exaspérer aussi, il y a des gens qui viennent pas. Mon problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas venir ou qui ne veulent plus venir. Alors on a une impression quand même, c'est que vous avez tendance à prendre systématiquement l'esprit de contradiction, c'est-à-dire le contre-pied de votre invité, et du coup on ne sait plus trop, contrairement à ce que vous venez de dire, ce que vous pensez. Je vais prendre un exemple. Vous recevez donc Riposte Laïf, Pierre Carssin, et vous lui rentrez dedans, etc. Très bien. Et puis vous recevez Dounia Bouzard, et puis vous lui rentrez dedans de la même manière. Alors finalement, que faut-il en penser? Non, c'est compliqué. D'abord, la règle, c'est qu'en général, je reçois des gens avec qui dont je ne partage pas le point de vue. Pas pour le plaisir de ne pas partager le point de vue des gens, mais parce que j'ai envie, et c'est ça mon idée de base, mais c'est ici, là, on est un média et c'est la même philosophie, c'est que je prends les gens pour des adultes et je pense que d'entendre deux points de vue différents, ça leur permettra à eux de se faire leur opinion. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, dans les différents cas que vous venez de citer, c'est des gens que je pousse à dire des choses qu'ils ne diraient pas si je ne le prenais pas sur ce ton-là. Et surtout parce que je ne suis pas complètement d'accord avec ce que dit Pierre Cassand, que je ne connaissais pas, est quelqu'un qui m'intéresse, mais dont je pense que le discours est un discours qui a une logique de temps en temps folle. Donc, à la fois, je le prends sur ce terrain-là, parce que je le reçois, parce que je pense que c'est intéressant que les gens entendent ce qu'il dit. Je vous rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont reçu, à ma connaissance, je dois même être le seul à l'avoir reçu, je veux dire, à l'avoir reçu, pas pour l'assassiner en disant que c'est un salaud, mais Et à partir de là, oui, je le conteste, parce que je pense que c'est un point de vue critiquable, mais ça me semblait surtout très intéressant vous avez compris, de lui donner l'occasion de s'exprimer, pas simplement de dire « Ah, il est associé avec le bloc identitaire, donc c'est un facho, donc les fachos, on ne les reçoit pas. » Parce que c'est quand même ça dans la tête des médias. Mais attendez, des fois je me plante, des fois je regrette. Je vais vous donner une anecdote, et ça, dans l'autre camp, si j'ose dire. J'ai reçu, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, la nouvelle patronne de Lutte ouvrière, enfin peu importe, qui a succédé à l'inénarrable Arlette. Je l'ai reçue et ça s'est pas bien passé l'entretien. Elle était très très agacée. Et en sortant, elle m'a dit, elle était à la limite, vous savez, de l'émotion. Vous sentez que les yeux sont humides et tout, et pourtant c'est des gens qui font de la politique et tout. Et elle m'a dit, oui, on a discuté. Elle était très en colère. Elle m'a fait part de sa colère et tout. Et au détour d'une phrase, elle m'a dit, en gros, elle me laissait entendre, mais si ça avait été un ministre, vous ne l'auriez pas reçu comme ça. C'est la première fois que j'ai appelé quelqu'un après, en m'excusant. Parce que je ne voulais pas qu'elle ait le sentiment, vous avez compris, que j'étais dur comme ça avec elle, en gros, parce que c'est lutte ouvrière, et qu'au fond, tout le monde s'en fout de lutte ouvrière, ils feront 2% des voix dans 50 ans, comme ils les ont fait il y a 20 ans, et que si ça avait été un ministre de la République, je ne lui aurais pas parlé comme ça, et je lui ai dit, je m'excuse si vous l'avez senti comme ça, et surtout, regardez l'émission, parce que je ne crois pas être plus prudent avec les autres. Vous voyez, c'est ça ma seule préoccupation. C'est pas traiter différemment, en gros, les puissants et les faibles, ceux qui ont du poids et ceux qui n'en ont pas. Alors, dernière question sur cette émission, parce que vous l'avez dit vous-même, on a 9 minutes, donc on est obligé d'aller vite, de couper les gens, etc. C'était un peu une des questions qui était posée dans le procès d'Éric Zemmour, parce qu'à un moment, on a dit, oui, mais c'est un débat, donc on ne peut pas dire les choses telles qu'on le pense. Est-ce que vous pensez, vous, que la télé a une responsabilité dans la baisse de la qualité du débat en France? Non, parce que je ne sais pas si le débat il a été beaucoup mieux avant, honnêtement, je ne suis pas sûr. Quand toutes les intellectuels, à 3 exceptions près, étaient tous marxistes, jusque, disons, à la fin des années 70, le débat, il était quoi? Le débat, il n'y avait pas de débat. Si vous n'étiez pas marxiste, vous étiez le suppôt du capitalisme. Alors, qu'on me fasse le coup du débat était mieux avant, non, le débat il n'est pas mieux avant. C'est vrai qu'après 68, dans les années 70, il y a des points de vue qu'on ne tolérerait pas aujourd'hui dans les médias qui s'exprimaient. Donc on a eu, oui, une période d'ouverture au débat. Et il y a 20 ans que le débat il se racornit, il se rétrécit et tout ça. Non, je pense
En même temps, pour répondre à votre question, je ne pense pas que la télé soit un lieu idéal pour faire, en gros, ni de la pédagogie, ni les profs qui pensent que la télé, ça pourrait être une espèce de deuxième école, vous savez, où on apprendrait aux gens à penser, à réfléchir et tout ça. La télé, c'est du spectacle. D'une certaine façon, je fais attention à ce que je dis là, mais ce que je fais à la télé, il y a une partie de spectacle au sens où c'est un match, où c'est une confrontation et tout. Mais en même temps, si je faisais un truc qui dure 3 heures, que personne n'écoute, quel intérêt? Là, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. J'espère que, avec les contraintes que j'ai, avec les contraintes que donne la télé, ça reste un lieu de débat où on entend des points de vue minoritaires. Et rien que ça me fait plaisir, et je continuerai à le faire que pour ça. Mais attendez, je ne fais pas l'apologie de la télé comme lieu d'intelligence, je ne suis pas du tout sûr de ça. Alors, gros morceau de l'interview, c'est la fameuse pétition, dont vous êtes un des principaux signataires, en tout cas les plus en vue, qui est bien mis en avant. Donc, cette pétition pour l'abrogation de la loi Guesso d'une part, et la libération de Vincent Renoir d'autre part. Alors, nous avons interviewé Philippe Bilger récemment, qui a été très laudateur avec vous, mais il vous disait quand même, des fois j'ai du mal avec Robert Ménard, il va dans des causes où il risque de s'en prendre plein la tête, voilà son expression. Et en effet, vous êtes traîné dans la boue par un certain nombre de médias et de personnalités suite à la signature de cette pétition, et d'ailleurs c'est un peu retombé sur Éric Zemmour par rapport au fait que vous le souteniez pendant le procès. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ça? Que je ne comprends même pas le débat. Ça fait 20 ans que je suis contre la loi Guesso. Je pense que c'est une loi absurde. Une loi absurde parce que c'est pas aux tribunaux une fois de plus de dire ce qu'il en est de la vérité historique. Deuxièmement, je trouve que c'est une loi absurde parce qu'elle a permis de faire d'une secte, enfin attendez, les révisionnistes en France ou les négationnistes, c'est combien? C'est 15 personnes, c'était dans les années 70, 15 ou 80, ou 90, même au début 90, 15-20 personnes d'illuminés qui disent n'importe quoi. Je suis profondément choqué par ce qu'ils disent. Je comprends, je ne suis pas juif, mais je comprends que quand on est juif et quand une partie de sa famille est morte dans les camps de concentration, on soit bouleversé par des gens qui osent dire qu'ils n'ont pas existé. Tout ça, je suis d'accord. Mais l'effet pervers de cette loi, c'est qu'elle fait de ces révisionnistes des espèces de héros maintenant. Vous avez compris, on les fait taire. Donc, Internet se faisant l'écho de ça, comme on les fait taire, ça veut dire qu'ils ont raison. Vous pouvez dire une monstruosité sur Internet. S'il y a 3 cons qui vous disent il faut vous faire taire, du coup, votre parole prend de la valeur et deviendrait d'un coup une parole digne d'intérêt. Donc, je suis contre. Le problème, c'est que tant que j'ai été le patron de Reporters sans frontières, où j'ai pris position pour Reporters sans frontières, ça nous a valu pique-pente, mais comme j'étais quand même le patron de Reporters sans frontières, c'était difficile de dire qu'on était, je sais pas quoi, antisémite ou que sais-je. Encore que un certain nombre de gens sont pas gênés pour le dire. Enfin, quand même, ça me protège plus que le quidam qui aurait dit la même chose. Mais en même temps, à Reporters sans frontières, on n'a jamais eu le courage d'aller jusqu'au bout. Si vous êtes contre la loi Guesso, les victimes de la loi Guesso, vous les défendez. Il me semble, si moi je suis contre une loi, les victimes de la loi, la logique c'est que je les défends. Sauf qu'on n'est jamais allé jusque-là. Pourquoi on n'est jamais allé? Parce que c'est un terrain suicidaire. Parce que je le vois. Dès que vous dites ce que je viens de vous dire, vous êtes immédiatement antisémite. Or, c'est le qualificatif qui vous tue. Ça veut dire qu'on a écrit, je suis à côté d'Emmanuel Duverger, on a écrit un livre sur ces questions-là. À un moment donné, chaque fois que j'étais invité à la télé, il fallait, vous savez, que je ne monte pas de blanche. Alors à ce moment-là, je me prononçais contre la loi Guesso. Nous nous prononcions contre la loi Guesso. Tous les débats, il fallait que je commence par dire « Je suis contre la loi Guesso ». Mais bien sûr, je ne suis pas antisémite, bien sûr, j'ai des amis juifs, patati patata. Au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol de ce système. Et je n'ai pas besoin de le dire, parce que je ne le suis pas et je ne vais pas me justifier là-dessus. Et là, je me suis dit, quand j'ai appris, je ne savais pas, que ce garçon, que je ne connais pas, dont j'ai lu 3 trucs, c'est un néo-nazi fou furieux, personne ne le conteste et tout, mais il est en prison, je me suis dit, attends, tu es logique avec toi-même, tu signes une pétition qu'on te propose pour la libération d'un type au nom d'une loi inique. Et je ne me suis jamais posé la question de qui signait à côté de moi. Je veux dire, si elle avait été le fait du Parti communiste, et vraiment je suis d'un anticommunisme primaire pour dire les choses, j'aurais signé sans un état d'âme. Si, je sais pas, j'en sais rien,
le parti de Besancenot, le NPA, à un moment donné, ils ont soutenu une jeune femme voilée, vous savez, aux élections. J'exècre le NPA et les prises de position de M. Besancenot, mais j'ai pris position pour lui en disant oui, il a raison de le faire. Vous avez compris, j'ai pas une logique partisane. Je me dis pas c'est un tel qui le fait, donc c'est pas bien. Si, je vous dis une fois de plus, cette pétition elle a été initiée par d'autres gens que les gens que je connaissais pas, dont je me fous de savoir qui ils sont, je signe. Alors après, évidemment, je regarde les signataires et je vois qu'en part l'extrême droite la plus furieuse, il y a peu de gens qui l'a signé. En gros, il y avait 4 personnes qui sont des gens que je connais, enfin que je connais, plus vous, mais vous êtes un marginal. Dans les moins marginaux, il y avait Dominique Jamais, pour qui j'ai une estime professionnelle depuis des années, il y avait Moix, que je ne connais pas, qui s'est retiré, et Monseigneur Gaillot, qui s'est retiré. Alors j'appelle Monseigneur Gaillot, que je connais pour l'avoir reçu et tout, et pour le connaître depuis des années, et il me dit, ah oui, non, mes copains de Médecins du Monde m'ont dit que c'était un type pas bien, et tout ça. Mais j'ai dit, mais Monseigneur Gaillot, ça n'a rien à voir avec ça. On ne dit pas s'il est bien ou pas bien, ce garçon. On dit si oui ou non il doit aller en prison. C'est tout petit peu différent. Mais non, et puis ils m'ont dit que c'était très dangereux de faire ça. Mais il a raison, c'est très dangereux. Moi j'ai rappelé Dominique, et jamais, et j'ai dit, Dominique, vous n'avez pas retiré. Il m'a dit non, bien sûr, je n'ai pas retiré ma signature parce qu'il est dans les mêmes positions. Voilà, maintenant, et après j'ai vu le torrent de boue sur cette histoire-là. Et puis les menaces directes et indirectes de gens que je connaissais sur le thème, tu ferais mieux d'enlever ta signature, tu vas le regretter et tout ça, qu'ils aillent se faire foutre. Et donc, parmi les non-signataires, on pourra citer Éric Zemmour, Dieudonné, etc. Mais oui, mais... Pas Dieudonné, mais... non, il a signé, je crois. Il a signé, pardon. Je crois, je sais pas, ouais. Je suis pas complètement fier. Oui, non, mais c'est ça le problème. C'est qu'Éric Zemmour, on va le défendre pour la liberté de la presse, et pour sa liberté d'expression, mais qu'un type soit emprisonné pour un point de vue que, attendez, vous avez compris, que je partage nullement, que je trouve sur le fond absurde, abject, nauséabond, tout ce que vous voulez, sauf qu'il n'a pas à être en prison. Non, ils ne signeront pas, c'est toujours pareil. Ils sont tous pareils, mais c'est dans l'autre sens pareil. Chacun, si jamais je demandais aux mêmes signataires, là, toute cette bande de fous furieux d'extrême droite qui ont signé cette pétition, si demain il y avait un problème pour un communiste qui aurait des problèmes, je ne suis pas sûr qu'ils signeraient. Il y a eu justement la manifestation pour Guillon et Porte, moi je ne les ai pas vus là-bas. Donc. Mais oui, non, mais attendez, voilà, chacun un tour de rôle. Comme j'essaye de ne pas faire ça, je me retrouve seul ou quasiment seul, oui, alors vous... Voilà. On défend la liberté d'expression, donc si on n'est pas là... Voilà, oui, mais sauf que, y compris, pour tout vous dire, j'ai pas vu les signataires, j'ai pas vu mes amis de Reporters sans frontières. Alors parlons-en, justement, non, n'en parle pas, parce que j'ai... parce que les 2 Reporters sans frontières, parce que là, ils vont organiser les états généraux de la liberté de la presse, et donc, depuis que vous en êtes plus secrétaire général, ils ont apparemment un peu changé de politique, je ne sais pas si c'est lié d'ailleurs, mais ils disent s'intéresser désormais aux problèmes que rencontrent les journalistes en France par rapport aux limitations de la liberté de la presse, et il faut reconnaître que c'est de plus en plus le cas. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, et notamment vis-à-vis d'une affaire qui nous tient particulièrement à cœur, qui est l'affaire Contant, Didier Contant, donc ce journaliste qui a été retrouvé mort en bas de chez lui et dont on ne sait pas trop... voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ce cas, parce que finalement, c'est l'omerta. Moi, j'étais aux assises du journalisme à Strasbourg, j'ai eu toute la profession en face de moi. Personne, soit ne connaît Didier Contant, ou n'a entendu parler de lui, soit ne veut se prononcer sur son cas, alors qu'il est quand même mort dans l'exercice de ses fonctions, dans des conditions suspectes, et seul Jean-François Kahn et l'Humanité en ont parlé. Qu'est-ce que tout ça vous inspire? D'abord, je vais vous reprendre. Reporters sans frontières a toujours parlé de la France. Toujours parlé de la France. J'ai quitté Reporters sans frontières en 2008. L'année précédente, on avait fait plus de communiqués sur la France que sur Cuba. Juste, je voudrais vous rappeler qu'objectivement, il y a quand même plus de problèmes à Cuba qu'en France. C'était pour vous dire à quel point la pression, parce qu'on est en France, nous poussait à intervenir. Première remarque. Deuxième remarque, je pense que Reporters sans frontières, ce n'est pas son job premier, la France. Pour ces raisons-là, ce n'est pas une organisation française, c'est une organisation internationale basée à Paris. Et permettez-moi de vous dire que, n'en déplaise à mes petits copains de la presse française, il y a encore une fois plus de problèmes en Arabie Saoudite, en Chine qu'à Paris.
et qu'une bonne partie des problèmes de la presse, de son impertinence ou de son absence d'impertinence, ça relève de rien d'autre que de leur propre lâcheté. Je parle aux journalistes eux-mêmes, même pas aux directions des médias, aux journalistes eux-mêmes. Quand on n'a pas de couilles pour s'opposer à sa direction, on ne vient pas m'expliquer que le journalisme c'est un monde à part où on fait autre chose que vendre des petits pois, qu'on est dans le débat d'idées, que donc à ce titre-là on devrait avoir des protections particulières. On a des protections particulières, mais on ne s'assume pas particulièrement. Ça c'est la deuxième remarque. Troisième remarque sur Reporters sans frontières. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire sur ces états généraux, je m'en soucie beaucoup moins qu'avant et tout. Une fois de plus, qu'on me dise qu'en France il y a des problèmes parce qu'il y a des lois qui sont problématiques, la loi sur la protection des sources en est une parce qu'on en a beaucoup parlé, qu'il y ait des problèmes de propriété des médias au sens de à qui appartiennent les médias et qu'est-ce que quand les médias appartiennent à un certain nombre, à 4 ou 5 grands groupes, je ne parle pas tous les médias mais une bonne partie, les plus importants c'est un problème, oui, mais encore une fois, si on reste sur ces questions-là et qu'on ne se pose pas le problème de qu'est-ce qu'il en est des responsabilités des journalistes, de leurs syndicats, de leur corporatisme, de leurs mauvais réflexes, de leur pensée unique, de leur médiatiquement correct, ce sera une façon encore d'évacuer la moitié des problèmes de la liberté de la presse. Et ce que je crains pour connaître les organisations professionnelles, les organisations syndicales des journalistes, c'est qu'on peut attendre absolument rien d'elles. Elles n'ont jamais rien compris à cette profession. Elles se contentent, l'essentiel, de protéger le fait ou de continuer à s'assurer qu'on paie un peu moins d'impôts quand on gagne la même chose que quelqu'un d'autre. C'est à peu près leur seul souci. Dernier point, quand on a créé le journal où vous êtes, la Média, c'était justement pour ces raisons-là. J'étais le patron de Reporters sans frontières et on a racheté Média parce que je pensais qu'il y avait un lieu qui devait être un lieu où on pense la presse, où on réfléchisse la presse, en dehors des sentiers battus et loin des organisations professionnelles de la presse qui sont exactement le pire ennemi à une bonne réflexion sur les médias. Alors justement, à Média, vous avez été un des seuls médias, en tout cas à ma connaissance, le premier média non communautaire français à parler de l'affaire Al-Doura. Bon. Ça a été très remarqué, notamment dans les milieux pro-israéliens, d'autant plus que vous-même, vous êtes connu pour ne pas être pro-israélien. Mais je vais lier cette affaire à l'affaire Contant, hein, puisque vous n'avez pas répondu à ma question. Pardon, excusez-moi, bon, il y a un procès quand même, c'est une affaire grave. Il y a eu un journaliste condamné en première instance qui s'appelle Jean-Baptiste Rivoire pour violence volontaire. Donc c'est grave. Et un journaliste qui est mort. Bon. Alors le procès aura lieu en appel en mars. Est-ce qu'à Média ou avec d'autres médias auxquels vous participez, vous allez vous intéresser, couvrir un peu cette histoire? Écoutez, on va faire quelque chose, voilà. Je vais vous proposer de nous écrire quelque chose dans Média sur ce sujet-là, où on va vous interroger sur cette question-là. On a comme principe à Média, vous faisiez allusion à l'affaire Al-Doura, on a à Média un seul petit principe, c'est que personne n'est interdit de séjour chez nous. On avait interviewé, donc, vous le disiez, Philippe Karsanti, c'était la première fois qu'il était interviewé, en gros dans un média non communautaire, ce que vous disiez, mais on avait interviewé, comment il s'appelle, le journaliste de France 2. Anderlin. Charles Anderlin. Je le connais depuis 20 ans et j'oublie son nom. On n'avait pas interviewé, mais il y avait eu au moins 2 ou 3 papiers dans Média qui avaient en gros pris la défense de Charles Anderlin. Je vous fais court, c'est à peu près ça. Et quand Philippe Karsanti est venu et m'a dit « Robert, est-ce que vous trouvez ça normal que je n'ai pas, j'ai pas pu m'exprimer chez vous ?» J'ai dit « Mais c'est vous qui avez raison. » Parce qu'on fait des... Et il fallait qu'il s'exprime. J'ai reçu des tombereaux d'insultes, et avec Emmanuel, parce qu'on avait osé donner la parole. Nous menaçant de procès avant même que le papier passe. Je sais pas, vous avez compris, sans même savoir ce qu'on avait, on l'a interviewé, donc sans même savoir ce qu'il y avait dans l'interview, on avait déjà des appels ici de gens nous menaçant de procès. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la folie. Pareil, sur l'affaire Contant, vous avez raison, on n'a pas fait notre boulot, mais moi je le dis très bien. Mais je ne demande qu'à le faire. Et on le fera parce que vous avez raison, en plus je la connais, je connais Rivoire, donc raison de plus
parce que je le connais, ne pas faire quelque chose qui le met en difficulté. Oui, on n'est pas parfait, il y a plein de choses qu'on n'a pas faites et tout, mais en même temps, on essaye. Regardez sur la crise ivoirienne ou sur l'Afrique du Sud, on a fait des choses avec un Bernard Lugan, un historien qui est voué aux gémonies par 90% des africanistes. Alors, moi, je ne partage pas forcément les points de vue de Bernard Lugan. Compris. Simplement, il me semblait que c'était important qu'il puisse s'exprimer dans les médias. Il l'a fait. Et en plus, je l'ai reçu à ITélé au moins à deux reprises. Voilà, vous avez raison. Sur cette affaire, vous avez raison, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. En plus, Bernard Lugan est expert international reconnu. Donc... Oui, non, mais en plus, il ne serait pas expert, il serait historien sérieux, on le recevrait, parce qu'en plus, c'est intéressant. Une fois de plus, sa vision, pourtant, sa vision là, sur la Tunisie m'a fait bondir, il m'a envoyé un point de vue, mais que ça me fasse bondir, c'est une chose. Qu'on ne lui donne pas la parole, c'en est une autre. Alors, on disait, vous n'êtes pas connu pour être un des plus pro-israéliens français. Mais vous êtes quand même allé à l'UPJF, donc l'Union des patrons juifs de France, qui organisait un colloque sur l'avenir des juifs en France, et vous y avez été, j'étais dans la salle, comment on peut dire, tensé beaucoup plus que ça. En fait, on vous a quasiment empêché de vous exprimer. Michel Zerbib a été obligé de vous prendre votre défense et tout, en disant que vous faisiez partie des gens corrects, etc. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris J'apprends pas grand-chose, c'est la deuxième fois que j'y vais, la deuxième fois que ça se passe de la même façon, comme quoi il me faut me le dire plusieurs fois pour comprendre. Écoutez, je ne suis pas pro-israélien, je ne suis pas favorable à toutes les prises d'opposition, c'est le moins qu'on puisse dire, des gouvernements successifs d'Israël. Quand on continue la colonisation, ça me semble un truc en dépit du bon sens. Et en même temps, j'ai eu les pires problèmes avec les Palestiniens pour avoir critiqué la corruption éhontée de l'OLP à l'époque et de tous les organes palestiniens aujourd'hui, même si c'est un tout petit peu en train de changer en partie. Mais en même temps, quand on m'invite à un débat comme l'Union des patrons juifs de France m'invite, j'y vais volontiers, mais je serais allé volontiers si demain on m'invitait à Lutte ouvrière, j'irais pareil, débattre et tout. Sauf que j'étais un petit peu étonné parce que j'avais cru comprendre que la première fois c'était passé un petit peu de la même façon, que la deuxième fois ils en tiraient 2 ou 3 leçons et qu'ils me laisseraient finir une phrase. Je veux dire, sinon, il faut inviter votre miroir dans un débat. Comme ça, vous lui parlez, il dit la même chose que vous, et il n'y a plus de problème. Sinon, vous invitez que des gens qui pensent exactement pas comme la communauté juive, parce que là, c'est pas l'expression de la communauté juive, c'est l'expression d'une partie de la communauté juive, la plus radicale, la plus insensée, la plus caricaturale. Voilà, alors j'ai vu que les organisateurs étaient confus, ils me l'ont écrit après que ça se soit passé comme ça. J'ai vu que mon amie Elisabeth Lévy, une fois de plus, a dû prendre ma défense pour qu'on puisse me laisser parler, mais en même temps, il ne faut pas m'inviter. Moi, je ne suis pas demandeur, personne, je n'ai pas tapé à la porte de cette organisation en disant il faut absolument que je puisse venir m'exprimer, c'est eux qui me demandent de m'exprimer. Il y a une montée de l'intolérance communautaire qui est terrible. Mais vous savez, je suis persuadé, et c'est pas pour dégager de la responsabilité les gens qui m'ont accueilli aussi désagréablement, mais je suis sûr que dans un certain nombre de cercles, en gros proches des tendances les plus radicales de l'islam, si on m'invitait, on m'accueillerait de façon plus agréable, parce que si j'allais là, je dirais tout le mal que je pense de ces courants de l'islam. Or, le problème des gens, c'est que 9 fois sur 10, quand ils sont reçus par des gens, ils leur cirent les pompes. Moi, vous avez compris, c'est vrai que je ne prends pas beaucoup de gants. Mais en même temps, si vous voulez un débat, si vous me recevez, que c'est pour dire ah oui, il m'a reçu, Jean, il faut que je sois gentil, alors commençons à ne pas dire ce que je pense et tout ça. Non, on fait un débat, on fait des débats. Je me rappelle des débats avec Dieudonné dans des médias communautaires, qui ont tourné à l'affrontement pur et simple, parce que oui, ici vous êtes aussi dans une maison d'édition où on a publié Dieudonné, bien les seuls à l'avoir fait. En même temps, j'ai été son témoin dans des procès, en même temps je pense le contraire de ce qu'il dit. Et je le lui dis, et quand je débat avec lui, je commence pas par lui dire, le prendre dans le sens du poil, je commence par lui dire ce sur quoi je ne suis pas d'accord. Alors ça s'est pas bien passé chez nos amis du patronat juif de France. Je sais pas, il faut qu'ils réfléchissent à la façon dont ils ont envie de débattre. Si chacun se retrouve rien qu'entre soi, c'est chaud, c'est confortable, c'est accueillant d'être entre soi. Mais ça ne fait pas avancer le débat. Or, Dieu sait que sur ce terrain-là, il faudrait faire avancer.
Alors justement, vous avez fait la transition vers votre maison d'édition, donc on a en effet un certain nombre d'exemples ici de livres. Donc systématiquement, il y a des débats en fait. C'est le principe de Mordicus ou, Ah oui, on est passionné par le débat, vous l'avez compris, et on essaye de réunir des gens sur une question de société très très différente, les unes des autres, des points de vue différents. C'est tout bête, des points de vue différents. Mais vous savez, un des problèmes qu'on a là, mais exactement de la même façon que qu'on les a dans Média ou que je les ai à iTélé, c'est quoi? C'est que les gens ne veulent pas ça. Les gens, ils vous leur dites on va faire un livre, j'en sais rien, qu'est-ce que je peux prendre? Prenons un thème provocateur, sur la peine de mort. Prenons un pour et un contre. Je suis sûr qu'on aurait le plus grand mal, aujourd'hui, si on essayait de faire ça, à trouver des gens, par exemple, opposés à la peine de mort, qui accepteraient de débattre avec des gens qui y sont favorables. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que la principale difficulté ici, c'est les gens, ils veulent choisir les types avec qui ils débattent. Et à la télé, à iTélé, mon gros problème, c'est que plein de gens me disent ah, on ne vient pas chez vous parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, parce que, moi, je ne vais pas citer des noms, on ne peut pas faire de la délation, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais de gens qui me disent, des ministres qui me disaient, ou qui me disent ah oui, oui, mais de quoi vous allez parler? Non, j'ai dit non, puis vous voulez ma liste de questions aussi, ce sera plus facile. Vous voyez, je veux dire, les gens, ils ont envie, ils sont voltairiens, mais enfin, c'est pas vrai, ils veulent que tout soit confortable, on débat avec qui on veut débattre, ils ont le droit, s'ils ne veulent pas débattre, ils ne veulent pas débattre, mais alors qu'ils ne nous disent pas qu'ils sont pour faire avancer les choses, pour la liberté d'expression et tout, non, ils sont pour des trucs qui sentent le chloroforme. Alors justement, dernière question, et vous n'avez pas eu ma liste de questions avant, et c'est d'autant plus intéressant que justement ma dernière question c'était est-ce que vous seriez prêt à faire un débat sur la peine de mort, puisque vous êtes un des seuls aujourd'hui dans l'espace public? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, sans aucun problème. Bon. Je signe pas des pétitions pour la peine de mort, je dis que c'est un problème qui peut être débattu. Vous avez vu, je dis ça, ça y est, c'est invraisemblable, mais j'arrive dans des médias, la dernière fois je racontais à Emmanuel étant ma femme, je lui disais, je sens l'électricité, vous savez, comme si j'étais une espèce, c'était sur ce terrain-là, comme si c'était l'horreur, vous savez, un peu comme, comme on devait recevoir, c'est un peu moins vrai avec Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, vous savez, ah, quelle horreur, va dire rétro-satanas, c'est ça. Ouais, absolument, mais c'est terrible, vous voyez, comme si je disais des espèces de monstruosités. À iTélé, il y a des courriers invraisemblables que j'ai reçus de gens, comment m'insultant, comment on vous laisse parler et tout. Il va falloir s'y faire, hein. Eux, pas moi. Merci beaucoup Robert. Je vous en prie, merci.